Bonjour, l'invitée de grand format aujourd'hui est Linda de Souza. Oh, c'est gentil. Vous avez été à un moment de votre vie une jeune femme pauvre. Oui. Et en premier témoignage, une journaliste, Michel Decamp, qui a écrit avec vous votre best-seller, qui est à plus d'1 300 000 exemplaires, aujourd'hui La valise en carton. Michel Decamp. Elle a eu une enfance extrêmement difficile. Moi, j'avais vraiment l'impression, en l'écoutant ce qu'elle me racontait, que je lisais et que j'écoutais Les Deux Orphelines. Je veux dire, c'était vraiment très très noir. C'était les pires romans de Dickens. Elle a vraiment eu une enfance terrible, avec un pensionnat, avec un abandon maternel. Et paradoxalement, je crois qu'elle a été la seule dans une très très grande famille, une famille avec de très nombreux enfants, à réagir aussi violemment à cet abandon de la mère, qui était une femme malade, maltraitée par son mari, malheureuse elle-même certainement. Et cette femme, Linda, avait un amour pour elle absolument débordant. Je crois qu'elle l'a toujours, et ça explique les réactions d'autant plus violentes qu'elle a vis-à-vis de sa mère. Elle n'a jamais admis cet abandon. Et ça a été vraiment une enfance très très noire, très très difficile. Il y a des choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, et on veut tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis une femme, je comprends ce qu'est la vie, ce qui est avoir tant d'enfants, et je sais que ma mère, elle a trop souffert aussi. Mais j'ai raconté mon enfance comme je l'avais vécue à ce moment-là. Et je le dis bien à la fin du livre, je sais que ma mère n'avait pas les possibilités et aussi la force de nous donner la tendresse, parce qu'elle-même, elle était très malade, et puis avec tant d'enfants à nourrir, mes grandes sœurs aussi. Aujourd'hui, elles ont pris conscience, quand elles ont lu le livre, qu'elles aussi en ont souffert. J'ai une sœur qui est ici en France, qui était obligée de quitter l'école, qu'elle savait à peine écrire et lire, qui était obligée de quitter l'école pour nous garder. Mais c'est des choses que nous, on aurait aimé savoir. Si ma mère m'aurait dit de temps en temps qu'elle venait me voir au collège, si elle m'aurait expliqué petit à petit qu'elle me voyait grandir, on aurait accepté mieux la misère. Mais c'est le manque de contact, le manque de compréhension. Linda, vous pensez que c'est le récit de ce cauchemar que vous avez vécu qui a fait que La valise en carton s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires, ou c'est simplement parce que c'est une histoire exemplaire? Moi, je crois que c'est un phénomène social. Je pense, puisque vous avez la preuve aujourd'hui aussi avec Jean-Luc Lahaye que ça marche très très bien. Je crois que c'est pas un nom qui fait vendre, c'est que il y a beaucoup de gens dans une impasse, ils veulent s'en sortir, ils ne savent pas comment, et puis ils prennent exemple de ceux qui sont sortis du même milieu et ils veulent savoir la recette. Mais il faut être très attentif à ça aussi, parce que ça fait un peu peur quand vous voyez tous ces chiffres. Il ne faut pas que les gens y pensent que ça peut donner à tout le monde. Ce que je peux donner, un petit conseil, surtout avoir beaucoup de courage et de ne pas perdre l'espoir. Voilà. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Linda, vous avez eu une enfance malheureuse, on peut le dire, et je crois que tout le monde le sait, donc nous n'allons pas nous étendre sur ce chapitre. En revanche, je crois que ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir quelle mère vous avez été avec votre grand garçon, Juan Carlos. Grand, enfin, il n'est pas si vieux que ça, il est majeur aujourd'hui? Non, pas encore, il a 17 ans, pas encore. Le mieux, c'était de s'adresser à lui. Écoutez, je trouve que pour moi, vis-à-vis de moi, elle n'a pas changé. Sinon, ce n'est, vis-à-vis de mon métier, qu'elle est un peu plus sévère, parce qu'elle veut justement que je réussisse très bien, donc elle est plus sévère sur ce point-là. Mais sinon, non, je trouve qu'elle est toujours pareille. Elle est toujours aussi anxieuse, elle se fait toujours du mauvais sang. Si à telle heure, je n'appelle pas, ou... elle est restée toujours la même. Quand j'étais à l'école, où elle était sévère. Mais je trouve que c'est normal. Tous les parents qui aiment leur enfant et qui veulent qu'ils réussissent sont assez sévères avec eux. Et ça, pour ça, elle l'a toujours été. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je pardonne beaucoup plus facilement aux autres qu'à mon fils. Parce que, je veux dire pourquoi, je voudrais que lui, il soit autant fier de sa réussite, de sa vie que moi, je le suis aujourd'hui. Et il a aussi eu des gros problèmes au début avec moi, puisque il est venu en France, il comprenait déjà pas mal de choses, puisque je me suis toujours confiée à mon fils. Quand j'avais de la peine, je parlais avec lui.
Et à l'âge de 7 ans aussi, je lui donnais des responsabilités, puisqu'il allait à l'école, il avait les clés de la maison, je lui donnais de l'argent pour faire les courses, pour quand j'arrive de travail. Donc il a commencé déjà à connaître cette vie un peu rude aussi. Et je veux qu'il mérite, si un jour il arrive, il faut qu'il le mérite aussi. Je veux pas qu'il ait les facilités. Si j'ai eu de la chance, je crois que on l'a, la chance, elle passe, mais il faut l'aider aussi. Alors, il a eu sa chance, là, il est dans le studio d'enregistrement où il travaille. Et je lui ai dit, c'est en travaillant que tu peux aller très loin. Et même pour quand il m'a présenté une musique qu'il avait composée, je l'avais travaillé beaucoup, il a changé plein de choses. Et puis un jour, il était tellement en colère, il est allé voir directement Pascal Auria. Et puis je voudrais que lui, il soit très bon. Oui, donc professionnellement, il vous a rejoint, ça c'est merveilleux. Mais je voudrais qu'on reste avec Juan Carlos parce que vous avez vécu des années quand même tout à fait que beaucoup de femmes ont vécu. Toutes ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, vous, parce qu'en plus vous aviez quitté votre pays d'origine et vous étiez à l'étranger. Mais beaucoup de femmes se retrouvent, vous divorcent ou simplement ont des enfants sans papa. Vous, c'était un petit peu des trois finalement. Vous étiez le père de Juan Carlos ne s'est pas beaucoup manifesté. Non, mais moi, je ne demandais que ça aussi. Hein. Je veux dire, c'est vous que étiez je suis très possessive. Vous savez, dû à mon enfance, je voudrais que ma mère, elle me regarde plus souvent, que ma mère, elle me fasse plus de compliments, que ma mère, elle soit plus attentive. Et comme j'ai pas eu ça, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, enfin, j'ai quelqu'un à moi, quelque chose à moi, ça m'appartient, il est sorti de moi, il est à moi, il est à personne d'autre. Vous n'aviez pas peur de l'étouffer? Ah non, parce que, vous savez, on n'étouffe jamais assez par l'amour. Alors, il a gardé un souvenir très précis de cette époque, justement, dont vous parliez, celle où il avait toutes les responsabilités, ou l'époque des vaches maigres. Tout passait d'abord pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où, quand elle ne pouvait pas acheter 2 morceaux de steak, elle m'en achetait un pour moi et elle mangeait un sandwich et puis voilà. On est plutôt copains, c'est copain-copine que mère et fils. Oui, on a des liens très, très amis. Oui, ça me fait énormément plaisir parce que c'est vrai, je l'ai traité comme un petit homme. On dit que les enfants sont ingrats, mais pas votre fils mon en fils. tout cas. Mais j'ai toujours dit, vous savez que heureusement, je crois que tout ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu un enfant, je serais pas là. Mon fils, ça a été le bon Dieu qui me l'a envoyé pour réussir ma vie. Alors, je souhaite tout le meilleur pour lui, parce que tout ce que j'ai fait, c'est même pas assez, parce que j'ai vraiment un enfant formidable. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Linda de Souza, grand format, nous continuons de feuilleter les premières pages de votre vie avec des souvenirs évoqués par des témoins des vaches maigres et de l'époque peut-être difficile ou folklorique où vous étiez femme de chambre à l'hôtel Concorde. Louvre, hôtel de Louvre. À l'hôtel du Louvre, oui, qui appartient à la chaîne Concorde. Oui, c'est ça. Madame Darmon. C'était en 74, oui, c'est ça, 74. Elle était toujours avec des petites robes très quelconques. Elle avait toujours les cheveux noués, avec un ruban derrière. Et puis, ce qui nous avait frappé, c'est qu'elle portait toujours des châles. Elle avait toujours des châles sur elle, vous voyez. Elle parlait pas très bien le français. Elle savait pas très bien s'exprimer. Alors, ça nous faisait un peu rire aussi. Toujours en train de chanter. Elle chantait dans l'hôtel. Mais elle nous disait que quand elle finissait de faire son travail de femme de chambre à l'hôtel, elle allait en vitesse chanter, je crois, dans un petit restaurant ou un petit café, je sais pas. Je crois que c'était du côté de Saint-Ouen. Et puis alors, ce qu'elle nous disait toujours, un jour je réussirai, un jour je serai grande. Oui, un témoin d'il y a une dizaine d'années, en 74, donc c'est vrai, vous aviez cette détermination extraordinaire, cette espèce de prémonition. J'ai toujours aimé chanter. Toujours. Même quand j'étais triste, chez moi, au Portugal, je me rappelle, quand j'allais laver le linge à la rivière, puisque on avait une petite rivière pas très loin, on prenait la bassine, on amenait tout. Puis, pour moi, j'aimais partir de la maison avec cette bassine à laver le linge. Je me trouvais toujours un petit coin tranquille, mais je chantais, mais j'inventais des paroles. Je mettais mes tristesses en musique. Et là, à l'hôtel de Louvre, c'est vrai, je chantais beaucoup, surtout à l'heure des repas, quand on descendait à la cantine, oui. Je chantais pour tout le monde. Je prenais des casseroles, je tapais, je faisais le rythme, je faisais comme ça, vous voyez.
toutes les chansons, je les accompagnais comme ça. Toujours Comme ça, comme les ou comme ça. castagnettes un peu, enfin. Voilà, je faisais ça. Et j'ai chanté. Puis alors, elle disait que j'ai chanté bien. Et c'était à l'époque où j'allais après chanter Opus le samedi et le dimanche, oui. Toujours Madame Darmon nous confirme que vous aviez une présence donc très importante dans ce groupe de femmes de chambre parce que vous étiez un peu une leader. Vous auriez pu être une femme politique. Vous étiez en tout cas très aimée. Je me souviens qu'une fois, elle avait emprunté l'ascenseur, vous voyez, des clients. Et puis la gouvernante l'avait attrapée. Et puis alors, il voulait la vider. Et puis, on s'est mis toutes avec elle pour qu'elle reste, hein, en se disant qu'on a fait un débrayage pour elle, vous voyez. Et puis en plus de ça, nous avons passé des moments très difficiles hein, ensemble. La période où elle est rentrée, il y a eu les grèves. Et puis alors là, heureusement qu'elle était là, quand on était là à attendre des résultats de la direction, elle disait mais ça va s'arranger. Et puis hop, elle se mettait à chanter. Elle se mettait à chanter et à danser. Alors nous, ça nous faisait passer un peu nos ennuis. Oh, c'est drôle, c'est vrai. Et l'image que vous laissez. Oh, c'est gentil. Vous savez, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Quand j'étais femme de chambre, j'aimais mon travail. J'avais toujours peur comme dispute, puisque je le faisais avec conscience. Et puis, bon, quand il y avait un petit malheur, une copine qui venait me dire quelque chose, j'étais toujours en train de leur remonter le moral. Je disais, tu verras, demain, ça va mieux. Même moi, j'arrivais chez moi, je pleurais pour moi. Bon, en plus, je parlais pas le français. C'était encore plus compliqué que ça. Heureusement que j'ai trouvé aussi des amis très très gentils avec moi. Mais une chose qui me frappe aussi là-dedans, c'est qu'elle se rappelle que je portais tous les jours un châle. Oui. C'est une chose qui me frappe énormément parce que de se rappeler de moi à ce point-là, ça me fait vraiment plaisir puisque de laisser un bon souvenir entre mes collègues de travail. Et quand ils ont débrayé pour moi, je peux vous dire que ça a été, quand j'ai vu tout le personnel de l'hôtel s'arrêter de travailler, laisser les draps au milieu des couloirs, les garçons qui servaient dans les étages ont tous arrêté pour moi. C'était la moindre des choses que je leur offre une chanson quand même. Quelle belle preuve d'amour. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Linda de Souza nous expliquait tout à l'heure comment elle avait quitté le Portugal. La France entière a lu la valise en carton puisque vous avez dépassé le 1 300 000 exemplaires, je crois. Nous en reparlerons à la fin de l'émission. Donc après avoir quitté le Portugal, un jour vous êtes revenu. Ce retour au pays s'est effectué, Linda de Souza, d'une manière, je dirais, triomphale. Et je pèse mes mots. Vous avez été accueillie en souveraine par le Premier ministre de l'époque, aujourd'hui devenu le président de la République du Portugal, Monsieur Mário Soares. Parce que, à mon avis, elle représente une espèce de symbole pour les immigrants portugais et pour les Portugais. C'est une femme portugaise qui est allée travailler en France et par son travail et pour son talent, elle a obtenu un grand succès, non seulement auprès des immigrants portugais, des travailleurs portugais en France, mais près de tout le public français et l'opinion publique française. Je pense que le Portugal maintenant, c'est un pays de la communauté européenne et la présence d'une chanteuse qui a beaucoup de succès en France, c'est quelque chose qui le remplit d'orgueil national. Oh, c'est un grand cadeau pour moi. Parce que c'est ce qui me manquait jusqu'ici, c'est que mon pays me reconnaisse et je remercie beaucoup Monsieur Mário Soares. C'est vrai, c'est la première personne à me recevoir au Portugal. Le Portugal, ce jour-là, était, pour moi, c'était. Je me disais toujours, il y a nul prophète dans son pays, et j'ai vu le Portugal, les bras ouverts, pour moi, c'était extraordinaire. C'est un monsieur qui est très intelligent, très généreux.
et dont j'ai une grande admiration et merci. Le Premier ministre a parfaitement compris quel symbole, en effet, vous étiez de réussite pour son pays. Il l'a clairement dit il y a quelques instants. Je suis très fière de mon pays. Moi, je crois que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai le soleil de Portugal, j'ai les intonations de Portugal. Et la France, comme c'est un pays d'accueil, il a prouvé à travers d'autres grandes vedettes que la France a formées, qui sont devenues aujourd'hui des vedettes internationales. Je crois que cet amour pour les accents, cet amour pour le soleil, cet accueil, on n'oublie pas ni les miens, ni le Portugal, ni moi-même, que de remercier la France, parce qu'on ne le dit jamais assez. Mais vous savez que les Français, en revanche, ont le sens, comment dirais-je, de l'exactitude, de la perfection. Ils sont quelquefois un petit peu taquins. On vous a reproché souvent, Linda, ou parfois, je ne sais pas si c'est souvent, d'imiter Amalia Rodrigues, la grande créatrice, la reine du fado. Bon, on l'a reproché, on vous a dit. Hein. On m'a dit que je ressemblais, moi j'étais très fière. Bon, alors en tout cas, moi j'ai demandé à Amalia Rodrigues si vous lui faisiez de la concurrence. Tous les artistes me font de la concurrence. Le cas de Linda de Souza, elle n'est pas spéciale. Il y a tellement de chanteuses ici au Portugal. Vous savez que Linda de Souza est plus une chanteuse en France que Portugal. Elle chante des chansons qui ne sont pas vraiment les chansons portugaises. Elle est plus aimée en français. Elle est belle et elle est une bonne chanteuse, mais elle n'est pas vraiment une chanteuse portugaise. Ah. Alors, vous voyez, je ne sais, vous savez, j'ai une grande admiration pour Amalia Rodrigues. J'ai jamais voulu imiter Amalia Rodrigues, mais quand j'ai commencé à chanter, je me rappelle très bien RTL, puisque c'était RTL qui m'a passé mes débuts, c'est RTL qui m'a découvert, Monique Lemarcy. Oui. Même à mes débuts sur ce premier disque, je me rappellerai toujours, Anne-Marie Pesson, quand elle passait le portugais, elle a dit « Tiens, on dirait Amalia Rodrigues ». Elle revient. Puis alors, elle dit non, c'est Linda de Souza. Pour moi, c'est formidable. Alors, j'ai une grande admiration pour cette grande dame. Je crois qu'aucune chanteuse ne se fait concurrence parce qu'on est comme on est. Les gens, ils nous aiment. Parce que vous exprimez à votre façon. Et c'est bête qu'entre artistes, ils se disent qu'il y a de concurrence. Il n'y en a pas. Il y a de la place pour tout le monde. Et moi, Madame Amalia Rodrigues, j'ai une grande admiration, ça n'a rien changé. Mais alors ça contredit ce que Monsieur Maria Soares a dit aussi, puisqu'il dit que je suis très aimée, que le Portugal est fier de moi. Alors je suis un peu déçue de ce raisonnement d'Amalia, puisqu'Amalia, c'est une dame qui a sa place dans le monde entier, personne ne pourra l'enlever. Et quand on a un nom aussi important, je crois qu'il faut être beaucoup plus aimable à ceux qui commencent. Alors moi, de toute façon, je le souhaite une très très bonne année, puis une longue carrière encore, parce que le Portugal l'aime beaucoup. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Linda de Souza a donc une image populaire. D'ailleurs, est-ce que le mot de chanteuse populaire vous plaît? Ah, mais ça me plaît énormément. C'est bien, c'est un compliment. Ça me plaît énormément. Même à mes débuts, une fois, une réflexion, on m'a appelé l'idole des bonnes. Je dis, c'est formidable. C'est l'idole des bonnes. D'abord, c'est mon milieu. Et je n'ai rien contre, puisque je l'étais moi aussi. Et être une chanteuse populaire, tout le monde court après ce titre. Alors j'espère pouvoir le rester le plus longtemps possible. Oui, enfin je pense que idole des bonnes, vous êtes également l'idole des femmes du monde, ce qui est formidable d'arriver même les patronnes maintenant. Maintenant l'idole des patronnes d'ailleurs. Je vous signale que le nombre de vos photos qui paraît régulièrement dans Jour de France confirme ce que nous venons de dire. Et j'ai demandé à Victor Franco, rédacteur en chef de Jour de France, justement, comment lui vous voyait. Oui, c'est un grand format, je dirais même un format gigantesque. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, il y a eu une soirée à Paris et les invités ont été transportés en autobus à la plateforme des grands boulevards chez Maxims. Et Linda de Souza était à l'arrière et tout le long des boulevards, les gens la reconnaissaient. Et les automobilistes arrêtaient leur voiture pour courir après l'autobus et la saluer. Il y avait d'autres vedettes dans l'autobus. C'était vers elle qu'on allait. Et ça m'a beaucoup frappé. C'était à ce moment-là que je me suis aperçu que c'était un grand personnage. Et elle attire les gens. Et puis elle a une histoire. C'est un héros. C'est un héros. Il parle de vous au masculin maintenant. Vous voyez, ça c'est le comble de la misogynie. Enfin.
J'aime beaucoup Monsieur Victor Franco, puisque c'est un des rares qui ont cru en moi et qui m'a donné vraiment un grand coup de main pour la grande presse, c'est vrai. Et cette histoire de bus, c'était très très drôle parce que ça créait des embouteillages. Il y avait une fille, la pauvre, qui courait après le bus pour avoir une photo. Et fin de compte, on s'est arrêté, je l'ai fait la bise, il était content. Pour moi, je crois que c'est une grande récompense pour un artiste. Vous êtes très, très soucieuse de l'image que vous donnez. Ah oui. Ça vous importe énormément. Ah oui, j'aime de ne pas décevoir, par exemple. Oui, j'ai horreur de ça. Alors, vous savez, avant de sortir de chez moi, soit pour une soirée, ou pour n'importe quoi, même pour aller chez mon coiffeur, même pour un truc sans importance, je me regarde, je sais pas combien de fois dans la glace. Il faut que j'appelle tous les jours mon producteur pour savoir qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Parce que, vous voyez, je suis angoissée, j'ai peur de déplaire. On n'a pas le droit de décevoir les gens. J'estime que tout ça fait partie du métier. Tout à l'heure, nous aborderons le chapitre de l'élégance. Justement, c'est le prochain chapitre parce que ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais juste revenir un petit peu. J'ai parlé de misogynie tout à l'heure. Est-ce que vous avez souffert dans votre métier, avant d'être chanteuse, dans votre vie de femme, justement, de femme qui veut réussir et se propulser aux premières places, d'une certaine misogynie ou ça ne vous a jamais gêné? Vous savez, je n'y crois pas. Quand on a envie de faire quelque chose, ça peut exister. De tous les côtés. Une femme peut être contre votre réussite. Un homme peut être contre aussi. Donc, je crois que tout ça, ça fait partie de votre personnalité. Quand vous avez un but, vous ne regardez pas de côté, ni à l'arrière. C'est devant. Et moi, j'entends souvent dire des choses. Ah, pour qui elle se prend? Ah, moi, vous savez, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le public. C'est lui qui commande. De toute façon, si un jour on s'arrête, c'est parce qu'il n'y a plus le public qui vous suit. C'est eux qui nous font vivre. C'est eux. S'ils n'achètent pas nos disques et s'ils ne se déplacent pas pour venir en gala, on ne serait pas là. C'est ceux-là que j'écoute. Parce que de toute façon, même quand j'étais femme de chambre ou quand j'étais femme de ménage ou quand je travaillais à l'usine au Portugal, il y a toujours quelqu'un contre vous. Mais moi, vous savez, je veux dire, j'ai les Portugaises ensablées, je n'entends rien, je fais à ma tête et un point c'est tout. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Ça vous a dû arriver à vous aussi. Moi, je pense comme vous. Alors, donc, exactement. Et pas de débat. Voilà. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Nous parlions tout à l'heure de l'élégance. Linda, c'est une de vos grandes préoccupations, c'est une de vos caractéristiques. Vous êtes une chanteuse très élégante. Mais Pierre Cardin est un peu le transformateur. Il s'est penché longuement sur votre silhouette. Écoutons-le. C'est un personnage très attractif car elle s'est métamorphosée, elle a tout de même une nouvelle silhouette, elle a accepté délibérément tout ce qui pouvait. Elle m'a fait confiance et c'était très agréable pour moi de le faire. Elle a une très jolie silhouette en plus, elle est très belle physiquement, c'est un plaisir de l'habiller. Il faut se servir de son corps et ne pas tout lui mettre, il est certain qu'il faut donner une personnalité. Et j'ai essayé de lui rendre tout de même assez sexy en même temps car elle a un corps sublime. Et dans mon travail, j'ai pu exprimer ce désir que j'avais de la rendre encore plus désirable. C'est des grands compliments. Moi, que je suis une complexée d'entendre Monsieur Cardin parler comme ça, c'est extraordinaire. Monsieur Cardin dit que votre corps est superbe. C'est vrai que vous êtes très grande et très mince. Quelles sont vos mensurations? Avec talons, 1m70, sans talons, 1m65. Oui, mais c'est grand, 1m65 pour une femme, donc vous pouvez très bien porter une femme moyenne. Des talons de 7 cm, donc grande femme, oui. Mince, très mince. Je pèse 54 kilos et demi, parce que j'ai pris un demi-kilo cette semaine. Je ferai attention la semaine prochaine, parce que sinon je vais me faire disputer. Mais une chose que je voulais dire sur Monsieur Cardin, je crois que n'importe quelle femme qui ira chez Monsieur Cardin, elle sera belle. Je reviens encore. Oui, parce que vous parlez des moyens, là, de l'argent. Mais non, moi, je veux pas dire sûr. ça. Je veux dire qu'on peut tout apprendre, Linda, dans la vie. On peut se métamorphoser. On peut tout apprendre, sauf la classe. Ça, c'est inné. Je ne sais. Et je pense que si vous n'aviez pas de classe, Pierre Cardin pouvait vous habiller de la plus extraordinaire façon. Vous n'auriez pas eu d'élégance, vous comprenez? Non, ce que je vais dire, je vais quand même insister sur un point. Non, c'est votre émission. Il y a des femmes qui sont très belles et qui suivent souvent une certaine mode. Parce que c'est la mode, elles s'habillent à la mode. Et souvent, ça ne va pas à la mode. Alors, elles n'osent pas s'habiller de notre façon parce qu'ils ne seront pas à la mode. Alors moi, j'ai vu, il y a une mode que j'aimais pas, que ça ne m'allait pas. Oui, avec les pantalons tout courts. ça. Non, c'est pas ça.
Ça dépend du physique des filles, parce que, regardez, Jeanne Masse, c'est une fille très belle et ça lui va très bien. Mais moi, ce que vous me voyez habillée comme Jeanne Masse, j'ai pas un physique à y aller pour m'habiller comme ça. Il y a le mode des pantalons larges, très courts. Dès que je mettais ça, on dirait une naine, vous voyez. Mais c'est vrai. Donc, Monsieur Cardin, ce qu'il a de bien, c'est qu'il vous regarde. Même, j'ai essayé des robes de chez Monsieur Cardin qui ne m'allaient pas. Ça n'allait pas avec mon visage, avec ma coupe de cheveux, avec ma personnalité. Et ça, c'est très important. Ce que j'ai appris petit à petit avec des gens intéressants et importants qui m'ont appris que c'est leur métier, il faut pas se renfermer et il faut écouter les autres. Parce que nous, on se voit d'une façon et on s'habitue à se voir d'une façon et après, on peut plus changer. Vous comprenez? Et là, je me suis dit... je fais confiance puisque Monsieur Cardin, c'est un monsieur que j'aime énormément, qui a beaucoup de talent, qui a prouvé tout son talent. Il m'a dit, Linda, faites-moi confiance. Je l'ai fait confiance aussi, comme j'ai fait confiance à Pascal Auria, puisque avant, je n'osais pas découvrir mes épaules. Je n'osais même pas faire voir un petit peu de cou. Vous savez, ici, comment on appelle ça ici? Les salières. Non, mais moi, j'ai ici, avant, je c'est n'osais pas maigre pas. chez vous. Ah oui, elle a très joli décolleté. Je n'osais pas le faire voir parce que je trouvais que j'avais l'os qui me sortait trop. Ça s'appelle des salières. Alors, je me couvrais, je n'osais pas faire voir mes jambes. Je me disais que j'avais des jambes très maigres et tout, je pouvais pas. Et j'étais pleine de complexes et je vous jure que souvent les gens ils ne croient pas, ils pensent que c'est par modestie que je dis quelque chose. Mais j'ai besoin d'être sécurisée. J'ai besoin qu'on me dise que ça me va bien ce que je porte, parce que j'ai fait des efforts, même intérieurs, parce que même parfois quand on me voit dans une belle robe, dans un beau tailleur, extérieurement ça paraît comme ça, mais moi à l'intérieur je suis pas assurée. Voilà, ça je me suis confiée. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Linda, tout à l'heure, vous parliez de Monique Lemarcy de RTL, car parmi toutes les fées qui sont penchées sur votre berceau, il y a RTL et Monique Lemarcy qui est responsable ici de la programmation musicale. Monique. Je me souviens au tout début, j'allais voir Linda se produire dans des scènes épouvantables en province, dans la banlieue parisienne. Il y avait déjà ce contact avec le public, mais il y avait quelque chose qui me gênait en elle, c'était la manière dont elle était coiffée. Et un jour, je lui ai dit, Linda, écoute, si tu veux, viens avec moi, je t'emmènerai chez, pour ne pas le citer, chez Patrick Alès. On verra si on peut pas t'arranger un petit peu pour te coiffer et peut-être... aussi apprendre à te maquiller, parce qu'au départ, elle ne voulait même pas se maquiller, puisque se maquiller, pour elle, c'était perdre son naturel, et elle ne voulait pas du tout, elle avait peur de devenir sophistiquée. Et je me dis, mais tu te rends compte, si je commence à devenir sophistiquée, mon public ne me reconnaîtra plus. Alors qu'au contraire, je lui expliquais que pour le public même, il fallait être une image de rêve. Et donc, nous sommes allés chez le coiffeur, et on lui a coupé les cheveux. Mais pendant un mois, elle n'a même plus voulu me téléphoner, elle n'a plus voulu me voir. Parce que je me regarde dans la glace, je ne me reconnais plus. Tu as fait de moi quelqu'un d'autre, je ne veux plus me voir, je t'en veux, je t'en veux. C'est vrai, j'ai pleuré. Ah, le jour que je suis sortie de chez le coiffeur, je me rappellerai toujours, j'avais un essayage à faire d'une robe. Et pendant comme on essayait la robe, je pleurais, grosses larmes. C'est vrai, ma Monique Lemarcy, c'est une fille extraordinaire, ça je dois le dire. Sans elle et sans RTL, puisque quand on a amené le disque, Annie Marquand qui avait écouté, donc c'est une fille qui travaille chez Carrère, c'est l'attachée de presse principale chez Carrère, elle a écouté ça, c'était à l'époque de disco. 78, vous vous rappelez, c'était vraiment la force de disco, tout était disco, tout était moderne. Complètement. Tout à fait. Oui. Et quand Annie Marquand a écouté ça, et elle a croyé énormément, elle est venue voir Monique Lemarcy. Et Monique Lemarcy, elle a trouvé que c'était formidable, elle a fait écouter, et puis voilà, RTL a passé. Et pendant bien 3-4 ans, il y avait RTL qui me passait, puisque voilà, je me suis fait un nom à travers RTL. Vous voyez, on peut faire un parallèle. Alors, merci beaucoup Monique, je te fais un gros bisou. Et Linda, on peut faire simplement un parallèle entre Linda de Souza et RTL. RTL, c'est comme vous, RTL ne suit pas la mode, elle l'a fait. Comme vous êtes resté classique alors que la mode était branchée, des déguisements permanents au déguisement. Quand vous voyez, moi, une chose que je suis désolée, quand vous voyez certains hit parades et certains tops que je vais pas dire, vous voyez aujourd'hui 40 noms anglais et
Et puis, on dirait que la variété française, des gens comme moi, comme Guichard, comme Ferrat. Vous dites variété française des gens comme moi. Vous êtes française? Non, attention, je chante en français. Est-ce que vous êtes naturalisée française? Non. Vous garderez votre nationalité portugaise? Je suis portugaise et puis je suis très patriote. Mais il faut dire, vous savez, c'est pas de ma faute. La France m'a découvert. Quand je suis venue en France, j'étais une femme de chambre. La France m'a découvert. Je ne connais pas le métier au Portugal, puisque j'ai jamais été. C'est ici que je l'ai appris. Mais je pense que je contribue aussi économiquement au pays. Bon, je paye mes impôts, je vis comme un Français, donc je pense que je dois avoir aussi droit de défendre la chanson française ou la portugaise, puisque on m'accepte aussi, puisque on me passe aussi RTL et me passe aussi français en portugais. Enfin, chère Linda, nous allons parler de votre cher producteur dont vous avez cité le nom 4 ou 5 ou 10 fois au cours de l'émission. Je peux pas vivre sans lui. Oui, mais je voulais pas présenter tout de suite parce que je voulais vous le faire attendre et désirer. Est-ce que vous vous souvenez de la rencontre avec ce Pygmalion producteur parolier, Pascal Auria? Vous vous souvenez de la première rencontre, l'effet que vous lui avez produit? Parce que lui, écoutez-le. Quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce volcan? J'ai eu un choc. Je me suis dit, mais cette fille devrait devenir une immense vedette. Vraiment, j'étais épaté par ce tempérament, par ses yeux, par quelque chose qui se passait. Et puis bon, mais malheureusement, comme elle était déjà produite par quelqu'un, je ne pouvais pas lui dire tout ce que je pensais, mais je crois qu'elle l'avait compris. Et puis après, on est restés amis, puisque j'ai composé 2-3 chansons pour elle. Et juste après Tiroli Tirola, bon, elle a eu des problèmes de production, et c'est elle-même qui m'a dit un jour, je voudrais que tu me produises. Et là, bon, moi, j'étais pas très content à ce moment-là de l'évolution qu'elle avait faite, et je lui ai dit, mais moi, je veux faire de toi une star, parce que je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir une star. Et je lui ai dit, t'as 48 heures pour réfléchir, parce qu'il faut maigrir, il faut ceci, il faut faire ça. Enfin, c'était très très compliqué, bien entendu. Et elle n'a pas hésité, elle m'a dit, mais absolument, oui, tout de suite. Et de là est née la grande transformation de Linda. Et je suis persuadé que Linda ne fera pas que de la chanson. C'est pour ça qu'on fait la comédie musicale. Après, je suis sûr qu'elle fera du théâtre, je suis sûr qu'elle fera du cinéma, je suis sûr qu'elle fera des shows, parce qu'elle est faite pour ça. Alors, lui, vous voyez, il a ressenti un choc, Pascal Auria. Oh, mais heureusement que c'était un bon choc, parce que, vous savez, quand il a été quand même assez gentil, puisque quand il m'a vu, après, il m'a dit, mais tu te rends compte, regarde-toi, dans une grosse mémère, ben, vraiment comme ça, hein. Ah oui, vous savez, parce que Pascal Auria, il a compris qu'avec moi, il faut être excessif, puisque je suis une femme excessive, puis lui aussi, il a un caractère, attention, il est star, hein. Le plus grand producteur actuel, c'est Pascal Auria, oui, parce que faire de moi, telle que j'étais, puisque vous m'avez connu, de me transformer comme ça en peu de temps, et puis aussi, il est sévère, mais en gardant toujours sa grande gentillesse. Et quand j'ai des petits moments tristes, je l'appelle, il me donne un coup de fouet et puis ça repart. C'est-à-dire que vous respectez, vous le suivez puisqu'il est exigeant avec lui-même, donc vous admettez qu'il est tous les droits de vous imposer également une règle de vie, une discipline. Exactement, parce que sans ça, on n'est rien. Bon, Linda, mais vous dites star. Bon, d'abord, jusqu'où auriez-vous pu aller pour devenir star? Bon, la chance vous a énormément aidé, mais qu'est-ce qui était plus important, réussir votre vie ou réussir dans la vie? Je crois que quand on réussit sa vie, quand on a quelque chose à côté aussi. Bon, on ne peut pas réussir une chose sans l'autre, hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir, à travers ce métier, j'ai retrouvé mon équilibre de ma vie. Parce que j'ai manqué beaucoup de tendresse. Et pour moi, ça, c'est une chose qui ne peut pas revenir. On ne peut pas me redonner mon enfance, on ne peut pas me redonner l'amour de ma mère, on ne peut pas me redonner tout ça. Et à travers la chanson, quand je vois tant de gens qui se déplacent pour venir me voir, je dis parfois, c'est pas possible, c'est pas vrai. Vous voyez, et ça me fait réussir ma vie. Et j'ai peur qu'un jour ce rêve, il s'arrête. Qu'un jour je me réveille et que je dise, ce n'était qu'un rêve. Vous voyez, pour moi c'est très important. Il faut que je chante, il faut que je fasse plein de choses. Et puis, comme il disait Pascal, j'aimerais toucher un petit peu tout, parce que, j'aime beaucoup chanter, mais plus on fait des choses, et surtout que quand il y a un petit danger, comme je disais tout à l'heure, il y a une mode qui vient, des chansons et tout, il faut se préparer d'autres choses pour rester, et ça c'est un grand travail, pas seulement pour moi, mais c'est le travail de producteur qui est très important, c'est lui qui est là, parce qu'un artiste tout seul, il ne faut pas l'oublier, vous ne voyez aucun artiste seul en disant je me suis fait tout seul.
Et je suis prête à tout. Vous savez, si un jour je ne pourrais plus chanter, je ne sais pas ce que je ferais. Surtout que maintenant j'ai mon fils qui vient d'avoir 17 ans, qui va avoir aussi bon. Il a une amie, il va... Juan Carlos qui travaille justement avec vous, on en parlait au début de l'émission, oui. Et justement, vous évoquiez ces critiques que vous lui faisiez quand il travaille pour vous, mais c'était encore une façon de l'avoir près de vous, ou avec vous. Oui. Et cette chanson qu'il vous a composée, Caballero? Ah, Caballero, c'est une chanson dont il n'a pas osé me la faire voir à moi au début, tout de suite. Il a appelé Pascal, il a dit « Pascal, voilà, je viens de composer une chanson, est-ce que tu veux l'écouter ?» Et il l'a écouté, et bien sûr, ils ont travaillé ensemble, et Pascal a trouvé très bien, et je l'ai enregistrée. Je suis très fière de cette chanson. Il nous a dit la même chose? On confirme, je voudrais voir quand même. Quand j'ai fait donc la première musique, là, pour elle, Caballero, au début, je lui ai présenté ça, et alors on se disputait, et en fin de compte, elle avait raison sur certains points, parce que elle était difficile, moi au début, j'acceptais pas, tout ça, bon, et comme on a deux caractères assez opposés, ça fait que il y avait parfois des étincelles, mais en fin de compte, elle avait raison. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Bon, alors il reste un dernier chapitre très important, c'est celui que nous allons consacrer à la valise en carton avec votre adaptatrice. Et quelle adaptatrice, puisque vous avez choisi Françoise Dorin. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisie ou est-ce que c'est elle qui vous a choisi? Je ne sais pas très bien d'ailleurs, mais elle nous parle de vous, Françoise Dorin. Eh bien, à travers le livre de Linda, moi j'ai trouvé une personnalité hors du commun. Je pense que toutes les réussites s'expliquent, et celle de Linda s'explique par d'abord une intelligence et puis une énergie, un tonus, une volonté à toute épreuve. En plus, elle a la foi qui soulève les montagnes, et elle soulève des montagnes. Et c'est ça qui m'a plu, car je dois vous dire que la volonté est une des qualités que j'apprécie le plus. Oh, elle va me faire rougir. Françoise Dorin. Françoise Dorin n'est pas une femme complaisante du tout. Hein, du tout. Ça, on peut lui faire confiance. Je crois que toutes les grandes personnalités ne sont pas faciles, et tous les gens qui sont aussi importants que Françoise Dorin, puisque tout son talent et sa personnalité, elle l'a prouvé. Mais comme vous posez la question tout à l'heure, c'est moi qui l'ai choisi. Je veux dire, quand c'est encore Pascal, alors vous voyez qu'un producteur, c'est très très important. Et il a vu que Françoise Dorin pourrait, il y avait qu'elle qui pouvait faire quelque chose pour nous. Et donc il a pris un rendez-vous avec Françoise Dorin chez lui pour un déjeuner, et ça a été le coup de foudre. Et dès que je suis arrivée, j'ai vu cette femme un caractère fort, un dynamisme. En plus, elle a cru. Quand elle m'a regardée, j'ai senti que cette femme pouvait m'apprendre beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup les gens intelligents dans ce métier. Il ne faut pas perdre de temps. On ne peut pas se permettre de perdre notre temps. Attention, Françoise Dorin, la philosophie de Françoise Dorin, l'une de ses philosophies consiste à dire qu'on n'arrive pas à tout réussir dans la vie, et que vous connaissez les liés à une place, les jupes culottes, c'est ou l'amour et les enfants, ou le métier et la solitude. Est-ce que le bonheur est compatible avec la gloire, Linda? Pour moi, ça me convient. À moi, ça me convient, puisque j'ai eu le temps, j'ai eu la chance, j'ai eu le temps d'élever mon enfant. Puisque quand j'ai commencé à chanter, il avait déjà 10 ans. Donc, tout le moment de son enfance où il avait besoin de mon amour, c'était passé. Et petit à petit, lui, il faisait partie aussi. Il me suivait aussi. Donc, lui, il voulait que sa maman réussisse. Vous voyez? C'est lui qui m'a fait, et moi aussi. Il a accouché de vous ensuite. Voilà. D'une star. C'est ça. Mais vous lui avez donné toutes les bases importantes pour que plus tard, il soit un homme qui n'ait pas de trou dans son cœur. Voilà. C'est tout ce que je souhaite pour mon fils. C'est qu'il goûte à ce bonheur comme il m'a fait goûter au bonheur que j'ai aujourd'hui. Linda, le dernier mot de grand format, on va le laisser à un homme, à Michel Roux, qui est le metteur en scène de la valise en carton, qui va être représenté seulement à la fin de l'année 86, donc on en reparlera souvent, je pense. J'espère. Sur RTL. Je lui ai demandé, bien sûr, quelle comédienne vous étiez et quelle qualité vous aviez. Elle a énormément d'instinct et de qualités naturelles qui font que elle est comédienne d'instinct, si vous voulez.
Et dans La valise en carton, comme elle joue son propre personnage, son accent léger qu'elle a ne nuira pas, bien au contraire, puisque c'est son propre personnage qu'elle joue. J'ai joué des sketchs avec elle dans une émission de télé qui s'appelle La Trappe, où j'étais son partenaire. Et quand on est le partenaire de quelqu'un et qu'on travaille ensemble, on voit tout de suite s'il se passe quelque chose dans l'œil de la partenaire ou rien. Et là, il se passe effectivement des choses qui sont tout à fait convaincantes et tout à fait déterminantes pour sa future carrière de comédienne. Quelque chose voilà, formidable. vous avez un regard, parce qu'on dit souvent le look, mais le look au départ c'est un regard, c'est vrai, vous avez ce regard à la fois triste et profond. Et... Bon, vous savez, j'avais très le trac quand je devais faire ces sketchs qui ont été écrits par Françoise Dorin. Je me disais comment je vais faire en face à un grand comédien comme Michel Roux. Surtout que je connaissais très bien Michel Roux des écrans, mais je l'avais jamais vu personnellement. Mais j'avais l'impression que je l'avais déjà côtoyé quand on a joué ensemble. J'avais l'impression que je le connaissais depuis longtemps. Et c'est un grand avantage d'avoir eu la chance que Michel Roux ait accepté de faire cette mise en scène de La valise en carton. Ça m'a sécurisé pour l'avenir. Et ce que je souhaite pour cette année, là, souvent, ça m'est tellement resté ce manque d'affection. Ce que je dis à travers mon livre, je demande à toutes les mamans qu'elles soient très attentives, puisque quand on a 5 ou 6 ou 3 enfants ou 2 enfants, faire très attention. Il y a toujours un qui est beaucoup plus fragile que les autres, et puis il faut faire très attention et les donner surtout